Après que mon accident de voiture m'ait conduit à l'hôpital, la discussion de groupe de ma famille a été inondée de photos du week-end de ma sœur au spa. Personne n'est venu me voir. Quelques jours plus tard, toujours dans ma blouse d'hôpital, j'ai ouvert mon téléphone pour découvrir 64 appels manqués et un message de mon père, « Rappelle-nous maintenant ». C'est sérieux. C'est ce que j'ai fait. Et puis, c'est étrange comme on peut sentir sa vie vous échapper en silence. Pas de cris, pas de crissement de pneus, juste le bruit du verre qui se brise et les airbags qui me heurtent le visage. Une seconde, je pensais au dîner. Poulet rôti ou tacos à emporter? La seconde d'après, j'étais la tête en bas dans ma voiture, suspendu à ma ceinture de sécurité comme une marionnette, regardant à travers un pare-brise brisé un panneau stop que je n'avais jamais vu venir. Quelqu'un a ouvert la portière et m'a demandé si je pouvais l'entendre. J'ai hoché la tête. Du sang coulait dans mon œil d'une entaille près de ma tempe, et je me souviens avoir goûté du métal au fond de ma gorge. Le reste est flou. Les sirènes, les analgésiques, l'odeur d'iode. Tout s'est fondu en une longue traînée grise de temps. Quand je me suis réveillé correctement, j'étais dans une chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et l'air vicié. Une infirmière m'a dit que j'avais une épaule démise, 2 côtes cassées et une légère commotion cérébrale. Légère, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Je ne pouvais même pas m'asseoir tout seul, mais bien sûr, légère. Ils ont dit que j'avais de la chance. Je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais oublié. Après qu'on m'ait transféré des urgences à une chambre normale, j'ai continué d'attendre que mon téléphone s'allume. Quelqu'un devait savoir. Les nouvelles vont vite dans les familles, n'est-ce pas? Je me suis dit que peut-être papa avait reçu un appel. Peut-être que Carly avait eu des nouvelles de quelqu'un. Au minimum, je pensais que ma mère prendrait de mes nouvelles. J'avais tort. Mon téléphone est resté sur la petite table de l'hôpital pendant 2 jours. Pas une vibration, pas une sonnerie. Je n'y ai pas touché avant tard dans la 2e nuit. Quand je l'ai finalement ouvert, il y avait 27 messages non lus. Pas d'amis, pas de collègues, mais de la discussion de groupe de la famille. Pendant un instant insensé, j'ai pensé qu'ils savaient, qu'ils s'en souciaient. La première photo a été comme un coup de poing. Carly en peignoir blanc, tenant une coupe de champagne d'une main et faisant le signe de la paix de l'autre. La légende, c'est l'heure du spa, bébé. Elle a été suivie d'une autre, elle dans un sauna. Puis une autre, sushi de luxe. Ses ongles peints, ses pieds dans des pétales de rose, son sourire sous un masque d'argile verte chacune plus inconsciente que la précédente. Maman a commenté presque toutes, trop mignon. Tu le mérites. Je t'aime, ma chérie. Papa a envoyé quelques émojis pouces levés. Pas un seul message demandant où j'étais. Pas une seule mention de la voiture, de l'accident. De moi. J'ai juste fixé l'écran une seconde. J'ai honnêtement pensé que je perdais la tête. Je leur avais parlé de l'accident, n'est-ce pas? Non, je ne l'avais pas fait. J'étais inconscient quand ils m'ont amené. L'infirmière m'avait demandé si je voulais prévenir quelqu'un, et j'ai dit non. Je pense qu'au fond de moi, je voulais voir s'ils prendraient contact sans y être invités. Ils ne l'ont pas fait. 3 jours entiers se sont écoulés. Les seules personnes qui m'ont rendu visite étaient des infirmières et un kinésithérapeute qui avait l'air d'avoir environ 12 ans. Ils n'arrêtaient pas de me dire de prendre de profondes respirations pour que mes côtes ne se raidissent pas. J'ai fait ce qu'il a dit, mais chaque respiration était comme si quelqu'un enfonçait un pied de biche sous mes côtes. J'étais allongé là, dans cette blouse d'hôpital qui grattait, meurtri et seul, pensant à toutes les fois où je les avais aidés. Les appels tard dans la nuit de Carly demandant de l'argent. Les factures de carte de crédit de maman que j'avais payées discrètement. La réparation de la voiture de papa que j'avais couverte à Noël dernier quand il disait que l'argent était serré. Chaque service, chaque juste cette fois, je n'ai jamais hésité. J'étais le fiable, le solutionneur de problèmes, et maintenant, rien. Le 4e jour, on m'a donné mon congé mais on m'a dit de ne pas conduire ni de travailler pendant au moins une semaine. Je me suis assis dans le hall pendant près d'1 heure à attendre un VTC parce que personne n'avait proposé de venir me chercher. Je n'ai même pas demandé. Je suis rentré chez moi, toujours dans la blouse d'hôpital sous mon sweat à capuche parce que je ne pouvais pas lever mon bras assez haut pour changer de chemise. J'ai dormi la majeure partie de cette journée. Le lendemain matin, j'ai finalement réactivé la sonnerie de mon téléphone. 64 appels manqués. Ils étaient tous arrivés au cours des dernières 48 heures.
La plupart venaient de papa, quelques-uns de Carly, un de maman. Il n'y avait pas de messages vocaux, juste un SMS en haut de mon écran. Papa, rappelle-nous maintenant. C'est sérieux. J'ai appelé immédiatement. La ligne n'a même pas sonné une fois avant qu'il ne décroche. Sa voix était tendue. Il y avait de la panique en dessous, mais il ne criait pas. Pas encore. Ce qu'il a dit ensuite n'avait pas de sens au début. Quelque chose à propos de documents égarés. Quelque chose à propos d'un compte gelé. Je n'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. En écoutant, allongé là dans mon propre appartement dans la même blouse avec laquelle il m'avait renvoyé, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des années, ils avaient plus besoin de moi que je n'avais besoin d'eux. Et j'en avais fini de jouer l'idiot. Quand j'ai finalement rappelé mon père, j'étais toujours assis dans la même chaise dans laquelle je m'étais effondré en rentrant de l'hôpital. Je n'avais même pas changé ma blouse d'hôpital. J'ai mis un sweat à capuche par-dessus, mais le tissu rêche contre mes côtes me faisait encore mal partout. Le téléphone n'a même pas sonné. Il a décroché immédiatement, comme s'il l'avait tenu à la main, faisant les 100 pas. Sa voix ne semblait pas en colère. Elle semblait ébranlée. C'était rare pour lui. Il a dit qu'ils essayaient de me joindre depuis 2 jours. Je n'ai pas répondu à cela. Il a commencé à expliquer, ou peut-être juste à divaguer, quelque chose sur le fait que le loyer de Carly n'était pas passé, que sa carte avait été refusée dans un restaurant et qu'elle ne pouvait pas accéder à son compte bancaire. Au début, j'ai pensé qu'elle s'était peut-être fait pirater, mais ensuite il l'a dit. Sa carte de secours était également gelée. Celle à mon nom. Il a continué. Maman avait essayé de transférer de l'argent pour des factures, et ça avait été refusé. Sa carte de crédit, également une secondaire sur l'une des miennes, a cessé de fonctionner en plein milieu d'un paiement. Elle a pensé que c'était un bug jusqu'à ce que la banque signale une activité suspecte. Puis le paiement automatique de sa facture de téléphone a échoué. C'est là que la panique a commencé. Il pensait que quelqu'un m'avait piraté ou que quelque chose n'allait pas avec la banque. Ils n'ont même pas envisagé la possibilité que ce soit moi qui l'ai fait. Papa a demandé, presque prudemment, si je savais ce qui se passait. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste laissé le silence faire ce qu'il avait à faire. Puis j'ai dit calmement que j'avais tout gelé. J'ai annulé les cartes secondaires, fermé le compte de secours que Carly utilisait, bloqué les virements sortant tout. Il semblait véritablement choqué, comme si j'avais jeté une brique à travers la fenêtre de leur salon. Il a demandé pourquoi, alors je lui ai dit. Je lui ai dit que j'avais eu un accident de voiture il y a 4 jours, la voiture s'est retournée, des côtes cassées, une épaule démise, une commotion cérébrale. Je lui ai dit que j'avais passé 3 nuits à l'hôpital et que j'en étais sorti seul parce que personne dans la famille ne savait même que j'avais disparu. Et puis je lui ai dit ce qui m'avait vraiment poussé à bout, les photos du spa. La discussion de groupe s'illuminant comme un sapin de Noël avec du champagne et des sushis et des pierres chaudes et des bains de pieds pendant que j'étais sous perfusion. Je lui ai dit que j'avais tout vu. Et qu'aucun d'entre ni maman, ni Carly, ni même lui ne m'avait envoyé de message pour me demander où j'étais ou pourquoi je n'avais pas répondu. Je n'avais pas besoin d'une parade. J'avais juste besoin que quelqu'un s'en soucie. Il a essayé de se rattraper. Il a dit qu'il ne savait pas, que s'ils avaient su, bien sûr, ils seraient venus. Je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas demandé pourquoi j'étais silencieux. Pourquoi personne n'avait pensé à prendre de mes nouvelles? J'ai dit, sans détour, ils n'ont pas remarqué parce qu'ils s'en fichaient. Pas vraiment. C'est là qu'il est passé en mode défense. Il a dit que Carly avait beaucoup de problèmes ces derniers temps, que maman avait ses propres stress, que le week-end au spa était censé aider Carly avec son anxiété. Il a même dit que j'aurais peut-être dû prendre contact. C'en était trop. Je lui ai dit que j'en avais fini d'être celui qui prenait toujours contact. J'en avais fini d'être le filet de sécurité de la famille. J'avais payé le loyer de Carly 4 fois en 2 ans, aidé maman à consolider ses dettes, payé une facture médicale pour papa pour laquelle il ne m'a même jamais remercié. Et maintenant, quand j'avais besoin de quelque chose, pas d'argent, pas d'aide, juste une décence humaine élémentaire, il n'avait même pas remarqué que j'étais parti. Il m'a demandé si j'allais vraiment tourner le dos à ma famille pour ça. Je lui ai dit, non, je l'avais déjà fait. Silencieusement, allongé dans ce lit d'hôpital, en faisant défiler les photos du spa, en réalisant que je pouvais mourir et qu'il ne le saurait pas avant que la carte de crédit ne soit refusée au brunch. Puis j'ai raccroché.
Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti tous les comptes auxquels j'étais lié, ceux qu'ils avaient oubliés que j'avais aidé à créer, les comptes d'aide temporaire qui n'avaient jamais été remis à leur nom. J'ai fait une feuille de calcul. J'ai tout passé en revue, facture de téléphone, abonnement de streaming, loyer, carte de crédit, prêts étudiants, même l'abonnement à la salle de sport de Carly. Tout passait encore par mes comptes. J'ai tout fermé, gelé les cartes de crédit, annulé les prélèvements automatiques, changé les mots de passe et envoyé des demandes pour retirer mon nom des baux et des comptes partagés. Je n'étais pas en colère. J'étais méthodique. Je voulais que chaque porte soit fermée, que chaque canal soit coupé. Je ne leur ai rien dit. J'ai juste attendu. Le premier SMS est arrivé le lendemain matin de Carly, tout en majuscules, demandant pourquoi sa carte ne fonctionnait pas. Puis un autre, puis un appel, puis un message de maman disant que son compte était gelé et me demandant si je pouvais appeler la banque. Comme la dernière fois, papa a envoyé un SMS, demandant si j'étais en colère et si nous pouvions reparler. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la réalité qui les rattrapait, et je n'allais pas l'arrêter. À la fin de cette semaine, ils étaient tous en chute libre. Carly m'a appelé 7 fois en une journée. Elle a envoyé des messages vocaux, longs, chacun plus dramatique que le précédent. Le premier était confus. Le deuxième était agacé. Au troisième, elle pleurait. Vrai ou faux, je ne pouvais plus le dire. Elle a dit qu'elle avait été humiliée dans son café préféré lorsque sa carte avait été refusée devant tout le monde. Puis elle n'a pas pu accéder à son compte Uber, n'a pas pu payer son loyer. Son propriétaire a menacé de frais de retard, et le spa lui a facturé des frais d'annulation qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai écouté chaque message sans répondre. Maman a ensuite envoyé un SMS. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa banque agissait bizarrement. Puis elle m'a demandé si je pouvais l'aider à régler le problème. Pas d'excuses. Pas de mention de l'accident. Pas de « comment vas-tu ?» Juste directement au problème, comme si j'étais son représentant du service client. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé 3 autres messages le lendemain, le ton passant lentement de doux à sec. Papa était le seul qui essayait de paraître raisonnable. Il m'a rappelé un samedi matin et a laissé un message vocal. Il a dit qu'il comprenait que j'étais contrarié mais que tout gelé était une grosse réaction excessive. Que Carly était juste un peu insouciante parfois. Et que maman ne voulait pas m'ignorer. Il a dit que ce n'était pas juste de ma part de les couper comme ça sans avertissement. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il ne voyait pas cela comme moi reprenant ce qui était à moi. Il le voyait comme une trahison. Et cela m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Carly a finalement débarqué à mon appartement. Elle a sonné 3 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un SMS depuis le hall, disant qu'elle voulait juste parler. Je l'ai ignoré. 10 minutes plus tard, j'ai vu sa voiture s'éloigner à travers les stores. Pas de message après ça. Elle voulait un accès, pas une conclusion. Elle voulait que sa vie soit débloquée, pas la vérité. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel de la banque. Apparemment, Carly a essayé d'autoriser une transaction en utilisant les informations de mon ancienne carte commune, celle que j'avais déjà désactivée. Ils l'ont signalé et m'ont demandé si je voulais le signaler comme une tentative de fraude. Je ne l'ai pas fait. Je leur ai juste dit de maintenir le gel en place et de surveiller toute autre tentative d'accès. Il y a eu un silence pendant quelques jours après ça. Trop de silence. Puis est venu le message de groupe. Maman, pouvons-nous s'il vous plaît être des adultes et en parler? Aucune mention de ce qu'ils ont fait. Aucune reconnaissance de l'hôpital. Aucune reconnaissance de combien ils se sont appuyés sur moi. Juste un voyage de culpabilité à consonance polie avec un ruban dessus. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, papa a rappelé. J'ai décroché cette fois. Il n'a pas crié. Il était prudent, comme s'il marchait sur de la glace. Il a dit qu'ils traversaient tous une période difficile, que Carly avait été sous pression et que maman était juste distraite. Il a dit que j'avais toujours été le plus fort de la famille, qu'ils avaient besoin que je les aide encore. Ce mot encore, besoin. Je l'ai laissé parler pendant 5 bonnes minutes. Je pense qu'il pensait que je m'adoucissais. Puis je lui ai posé une question, quand est-ce que l'un d'entre vous a fait quelque chose pour moi pour la dernière fois? Il y a eu une pause, une longue.
Puis il a dit, ce n'est pas comme ça que les familles fonctionnent. Exactement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que ce n'était pas une phase. C'était permanent. Ils avaient pris mon silence pour un consentement pendant trop longtemps. Ils avaient confondu ma générosité avec une obligation. Ils pensaient que le sang signifiait la propriété. Plus maintenant. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas menacé. Je lui ai juste dit que le soutien était terminé. Je paierai mes propres factures, je gérerai ma propre vie. Ils peuvent faire de même. Il a essayé de protester, mais j'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse finir. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Et je pouvais déjà voir l'effondrement commencer. 3 jours après que j'ai tout coupé, le service téléphonique de Carly a également été coupé. Je ne le savais pas au début. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le silence sur son Instagram. Même pas une story. Cette fille publiait quand elle éternuait. J'ai vérifié par curiosité. Sa page était toujours là, mais tout avait été effacé, pas de publication, pas de photo de profil. Puis 1 heure plus tard, elle avait complètement disparu, supprimée. C'était ma première véritable confirmation que son petit monde parfait et parfumé au spa était en train de se fissurer. Maman, pendant ce temps, faisait ce qu'elle faisait toujours, faire semblant. Elle a recommencé à envoyer des messages dans le chat de groupe comme si de rien n'était. Article mignon sur les soupes d'automne. Qui se souvient de cette chanson? Elle a envoyé un selfie avec une bougie à la citrouille en arrière-plan avec la légende « On se met à l'aise ». Personne n'a répondu. Pas même papa. Puis une lettre est arrivée à mon appartement. Pas un SMS, pas un email. Une vraie lettre écrite de la main précise de ma mère. L'enveloppe était épaisse. Elle a toujours eu le sens du spectacle. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de 3 pages sur la façon dont les choses étaient devenues tendues et comment elle espérait que nous pourrions redevenir une famille. Elle a dit qu'elle était fière de moi, que j'avais toujours été responsable. Le ciment. Qu'elle et Carly traversaient quelque chose de compliqué et avaient besoin d'aide, un prêt temporaire, juste jusqu'à ce que la situation de Carly soit réglée. Il n'y avait aucune mention de l'accident, aucune excuse, juste un argumentaire. Elle avait même joint des documents, une capture d'écran du compte bancaire de Carly, solde négatif, à découvert de 418,72 $, un relevé de carte de crédit imprimé avec près de 3000 $ d'achat de créateur, des paiements de voiture et un abonnement au spa qu'elle avait apparemment oublié d'annuler. Et au bas de la pile, un contrat. Je jure devant Dieu, ils ont rédigé un accord de prêt, tapé, avec des conditions d'intérêt, un échéancier de paiement, des endroits pour que Carly et moi signions, un espace pour la signature d'un témoin, le genre de choses que les gens utilisent pour se protéger en justice contre des étrangers. Et ils me l'ont envoyé, à moi, le gars qui a payé son loyer 6 fois en silence. Je suis resté assis avec cette lettre pendant un long moment. Ce n'était pas seulement insultant, c'était dérangeant, comme s'il s'était complètement détaché de la réalité. Je n'ai pas répondu. Le soir même, j'ai entendu frapper à ma porte. Pas une sonnerie, un vrai coup. Il était 21h30, et personne ne frappe à ma porte aussi tard. J'ai regardé par le Judas. C'était Josh, l'ex de Carly. Je ne l'avais pas vu depuis leur rupture il y a 2 ans. J'ai ouvert la porte et il avait l'air gêné, comme s'il regrettait déjà d'être là. Il a dit que Carly lui avait donné mon adresse, qu'elle lui avait dit que je traversais quelque chose et qu'elle avait besoin de son aide. Il a dit qu'elle avait dépeint un tableau où j'avais perdu la tête, coupé les ponts avec tout le monde sans raison, et l'avait laissé en plan. Je lui ai demandé directement, est-ce qu'elle restait avec lui? Il a secoué la tête. Il a dit qu'elle avait demandé, mais il n'était pas stupide. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas, elle est avec ta mère maintenant, sur le canapé. Et elle raconte aux gens que tu as fait une dépression. Je n'ai pas parlé. Il a juste continué à parler. Il a dit qu'il ne l'avait pas cru au début, mais quand il a entendu la version des événements qu'elle répandait que j'avais craqué après un petit désaccord familial et que je les avais coupés parce que je ne pouvais pas gérer le stress, il a décidé de venir me voir directement. Alors, je lui ai tout raconté, l'accident, l'hôpital, le silence, la piste de l'argent, la fermeture. Il a écouté en silence. Pas de défense, pas d'excuse pour elle. Quand il est parti, j'ai pensé que ce serait la fin. Mais le lendemain matin, il m'a envoyé une capture d'écran. C'était un post Facebook de ma mère. Un statut vague, mais pointu, s'il vous plaît,
gardez notre famille dans vos prières. Certaines personnes s'en prennent aux autres quand elles souffrent. Nous essayons de rester forts pendant une période très difficile. Des dizaines de commentaires, on vous envoie de l'amour. J'espère que tout va bien. Tu es une mère si forte. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Il n'évitait pas seulement la vérité. Il la réécrivait activement. Il construisait un nouveau récit, un où j'étais instable, émotif, le méchant. Il ne pouvait plus atteindre mon portefeuille, alors maintenant il s'attaquait à ma réputation. Je ne me suis pas mis en colère. Je me suis préparé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le dossier que j'avais créé après l'accident, et j'ai ajouté d'autres captures d'écran, du chat de groupe pendant mon séjour à l'hôpital, les appels manqués, la lettre, le document de prêt, les frais de spa, même le post Facebook. Puis je les ai tous envoyés. Pas à Carly, pas à maman, à papa. Pas de message, pas de contexte, juste des faits. Quelques heures plus tard, il a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis il a envoyé un SMS. Je ne savais pas. Je vois maintenant. Je suis désolé. Il ne les a pas défendus. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le château de cartes s'effondrait déjà. Je lui ai juste donné une dernière poussée. Après que papa ait envoyé ce texto, il est devenu silencieux. Pas de suivi, pas d'appel téléphonique, pas de chantage émotionnel, rien. Juste ces 6 mots, je ne savais pas. Je vois maintenant. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Je voulais croire que cela signifiait quelque chose, que peut-être pour une fois quelqu'un dans cette famille voyait ce que j'avais réellement soutenu toutes ces années. Mais je n'allais pas mordre à l'hameçon. J'avais vu trop de fausses excuses, trop de promesses à demi-mot qui se terminaient toujours de la même manière, eux ayant de nouveau besoin de quelque chose. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui est arrivé ensuite. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email du propriétaire de Carly. C'était un avis. Apparemment, mon email était toujours répertorié comme son contact d'urgence. Le message était brutal, loyer impayé, aucune communication et un avis d'expulsion en attente. Elle avait sauté le dernier paiement et les frais de retard s'accumulaient. Ils avaient essayé d'appeler. Pas de réponse. Il lui donnait 5 jours de plus avant de déposer une plainte. J'ai fixé l'écran et j'ai repensé à toutes les fois où j'avais viré de l'argent à ce même bureau. Silencieusement, automatiquement. Elle ne me remerciait même pas la moitié du temps. Une fois, elle m'a envoyé un message, c'est fait MCI check, et ne m'a pas parlé pendant des semaines. Maintenant, elle n'avait plus de bouée de sauvetage. Plus tard dans la nuit, Josh m'a de nouveau envoyé un texto. Il était passé chez ma mère, quelque chose à propos de récupérer certaines de ses affaires que Carly avait encore. Il a dit qu'elle avait l'air mal en point, les yeux gonflés, faisant les 100 pas comme si elle n'avait pas dormi. Elle a essayé de le faire me parler à nouveau, a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je lui ferais ça. Il n'a pas mordu. Puis il m'a dit quelque chose d'inattendu, maman et Carly s'étaient disputés à grands cris. Carly l'accusait de ne pas arranger les choses, et maman lui a répondu qu'elle n'était pas faite d'argent. Josh a dit que ça avait mal tourné, du genre les voisins ont appelé la police. Carly a pris la voiture de maman sans permission le lendemain matin et l'a laissée en plan. C'était la première vraie fissure dans l'armure, Carly se retournant contre la seule personne qui la défendait encore. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils ne paniquaient pas seulement parce que l'argent avait disparu. Ils paniquaient parce que leur structure, toute leur dynamique, était construite sur le fait que je portais silencieusement le poids. Et quand j'ai pris du recul, il ne s'agissait pas seulement de facture. Il s'agissait d'identité. Sans que je finance l'illusion, il n'avait rien de solide en dessous. Je pensais que ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Mais j'avais tort. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 3 jours plus tard. Je suis rentré à la maison pour trouver une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas de nom, juste un papier plié à l'intérieur. Je l'ai ouvert. C'était une seule feuille, une capture d'écran imprimée, une confirmation de virement bancaire d'un des anciens comptes Venmo de Carly auquel j'avais oublié qu'elle avait accès. Il montrait une tentative d'envoyer $900 d'un de mes comptes bancaires de secours, un que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. Elle a essayé de le faire discrètement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà verrouillé ce compte des jours plus tôt. Le virement a échoué, mais quand même, elle a essayé. Elle a cherché.
Elle s'est souvenue de ce compte et a essayé de le frapper une dernière fois. C'en était fini. Plus de terrain d'entente. Plus d'espoir de réparation. Je suis allé à la police le lendemain matin. Je n'ai pas porté plainte, pas encore. Mais j'ai déposé une alerte à la fraude et j'ai fait documenter la tentative au cas où. La banque a signalé son nom, son adresse IP, son appareil. Si elle essayait à nouveau, ce serait automatique. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai rien dit à personne. J'ai juste laissé ça là, en attente comme un fil piège. Et puis je les ai tous bloqués, téléphone, email, réseaux sociaux, discussions de groupe. J'ai même verrouillé des comptes dont ils ignoraient l'existence, juste pour être sûr. J'ai fermé toutes les portes ouvertes. Les retombées ont continué à se dérouler d'elles-mêmes. Carly a perdu son appartement. Les services publics de maman ont été coupés pour non-paiement. Leur cercle social a commencé à se rétrécir aussi, probablement fatigué du drame. Papa, il est resté silencieux. Je pense qu'il a finalement compris le coup de se ranger du côté du silence. Et je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas souri. J'ai juste vécu tranquillement, paisiblement, pour la première fois depuis des années. Pas de téléphone qui vibre à minuit, pas de notification bancaire soudaine, pas de culpabilité, juste le calme. Ils ont appelé ça de l'égoïsme. J'ai appelé ça de la liberté. Cela fait 2 mois que je les ai coupés de ma vie. Pas d'appel, pas de texto, pas de lettre, juste le silence. Le genre de silence dont je rêvais quand j'étais au milieu de leur chaos. Carly ne s'est jamais excusée. Pas pour la tentative de fraude, pas pour les mensonges, pas pour avoir ignoré l'hôpital. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle squattait chez une amie d'université dans un petit appartement du centre-ville. Elle a perdu la voiture. Elle a perdu l'appartement. La plupart des amis dont elle parlait sur les réseaux sociaux ont disparu. Il s'avère qu'être la personne amusante ne vous mène pas loin quand vous ne pouvez plus payer l'addition. Maman fait toujours semblant. Je le sais parce que ma cousine m'a envoyé des captures d'écran d'une publication de groupe où elle m'a de nouveau mentionné, une phrase vague sur les familles brisées et l'apprentissage du pardon. Pardonner quoi? D'être la seule personne qui a finalement dit non. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que ce n'était pas une question d'argent. C'était de ne jamais être vue. J'étais leur solution, leur filet de sécurité, leur sponsor silencieux, mais jamais une personne. Jamais quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir briser. Et j'ai bien craqué, silencieusement, dans un lit d'hôpital sans visiteur et avec 27 photos de spa non lues. Quant à papa, il est resté complètement silencieux. C'est ce qui m'a le plus surpris. Je pensais qu'il essaierait de reconstruire quelque chose, ne serait-ce que pour se sentir mieux. Mais je pense qu'il a finalement compris ce que cela signifiait quand je n'ai pas répondu à son dernier message. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration finale. J'ai déménagé la semaine dernière, nouvel appartement, nouvelle banque, nouveau numéro. Je n'ai laissé aucune adresse de suivi. Je n'ai même pas prévenu la cousine qui a essayé de rester neutre. Pas parce que j'ai peur d'eux, mais parce que cette fois, je ne donne à personne l'accès à ma paix. L'ancien Andrew aurait laissé la porte entrouverte au cas où. Le nouveau ne le fait pas. Je garde toujours les captures d'écran, la lettre, le message vocal où Carly sanglotait, « Comment as-tu pu me faire ça ?» la tentative de virement Venmo. Pas parce que je veux me venger, mais parce que je veux me souvenir. Parce que voici ce que personne ne vous dit, parfois, couper les ponts avec sa famille ne ressemble pas à une prise de position héroïque. C'est comme un deuil, comme pleurer quelque chose qui n'a jamais existé comme vous l'espériez. Mais chaque jour, ce deuil devient un peu plus silencieux. Chaque jour, mon téléphone reste silencieux. Et ce silence ressemble un peu plus à de la sécurité. Ils ont passé des années à penser que je serais toujours là, qu'ils pourraient brûler le pont et que j'en construirais un autre. Mais ils ont finalement appris ce qui se passe quand le constructeur de pont s'en va et emporte toutes les planches avec lui. Et j'ai appris quelque chose aussi. Que la famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre nom. C'est ceux qui se présentent quand votre monde s'effondre, pas quand le leur le fait. Et que personne, même pas le sang, n'a un droit permanent à votre gentillesse s'il la traite comme une monnaie à dépenser. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Et pour la première fois de ma vie, je vis enfin.